du côté américain, je pense que du coup, ce que ça fait, c'est qu'il y a quand même beaucoup de salles, qui sont en contact avec le secteur technologique. L'autre aspect que je citerai, c'est celui d'Apple News, qui est donc une plateforme, un agrégateur, mais qui est au-delà de l'agrégation, qui est, vraiment, moi, c'est une app que mon jupon dépasse, mais c'est une app que j'aime énormément. Ouais. Hem, ils ont aussi beaucoup de partenariats avec une très, très grande partie du secteur médiatique. Donc la conversation avec les plateformes technologiques, elle est, peut-être un peu plus grande, que ce qu'on va voir, en Europe. Ce qui ne veut pas dire que l'innovation est plus grande, parce que je pense que dans le cadre de l'IA, les meilleurs cas d'innovation viennent vraiment de l'Europe et pas forcément des États-Unis. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. Annabelle Nicou, bonjour et merci de participer à ce podcast et d'être la 8e invitée au micro de Deep Media. Donc vous travaillez, on va résumer, à l'intersection de l'intelligence artificielle et des médias. Donc vous êtes aujourd'hui editorial lead IA chez IBM et consultante pour One IFRA, donc la World Association of News Publishers, donc l'association mondiale des éditeurs de presse. Vous avez été également auparavant pigiste pour Libération notamment, et puis directrice éditoriale dans plusieurs rédactions canadiennes avant de rejoindre Apple News. Donc votre expertise globale va nous être très précieuse pour nous apporter une vision assez transverse entre le journalisme, les plateformes technologiques et la stratégie média. Donc pour commencer cette interview, bien que je vous ai succinctement présenté, je vous propose de nous décrire un petit peu plus précisément votre champ d'intervention au sein d'IBM notamment. OK, ouais, merci Julien, merci, pour l'invitation. Je suis très contente d'être avec vous. Oui, je suis actuellement basée à San Francisco. Vous l'entendez, sûrement, et vous l'entendriez encore plus si je parlais en anglais. Je suis je suis française à l'origine. J'ai passé une grosse partie de ma carrière, au Canada, à travailler dans la presse, québécoise, notamment pour, Le Devoir, La Presse. La transformation, numérique des médias, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans les années, 2010. Donc depuis 4 ans, aujourd'hui, en fait, je suis aux États-Unis. J'ai travaillé pour Apple News, en ce moment, je travaille en effet avec, IBM. Donc pour IBM, en fait, je m'occupe d'une partie de leur stratégie éditoriale pour tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle, donc tout ce qui a trait à l'innovation. Comme je suis basée à San Francisco aussi, le secteur des startups, vous le savez, peut-être, IBM a aussi un gros fonds d'investissement, pour des startups en IA et quantique. Voilà, je travaille là-dessus et je suis, en effet, consultante. En fait, je travaille avec One IFRA, je les aide à organiser des événements ou à rentrer en contact avec, des plateformes ou des compagnies technologiques et à comprendre, en fait, tout l'écosystème qui est façonné, en fait, en grande partie, il est vrai, depuis San Francisco. Donc chaque innovation, pour le meilleur comme pour le pire, va avoir quand même un impact assez global dans de nombreuses industries, mais dans le cas qui nous occupe, celle des médias, en effet. OK. Donc en fait, on est au bon endroit parce qu'on est connecté à San Francisco, c'est là où finalement tout se passe. Donc c'est chouette. Si on commence un petit peu par on va dire une global map, hein, une vision assez généraliste, donc comment est-ce qu'on pourrait un peu décrire cette évolution de l'usage de l'IA, générative dans les rédactions, on va dire américaines? On va faire un focus américain, puis on verra comment ça peut découler après, ailleurs. À peu près depuis 2-3 ans. Comment est-ce que ça a évolué? Forcément de manière assez phénoménale, mais, c'est quoi quelques caractéristiques précises, s'il y en a? Ouais, oui, absolument. En fait, je pense que on s'en souvient quand, le ChatGPT, est sorti en novembre, 2022. Ça a été, vraiment un gros boom et en fait, il y a quand même tout de suite eu un effet de curiosité, dans, beaucoup de médias américains, et aussi des médias qui travaillaient, déjà avec, du machine learning, qui utilisaient déjà, donc qui étaient plus avancés, en fait, dans le processus d'intégrer, le journalisme de données dans leurs projets ou, tout ce qui va être prédictif ou algorithmique, en fait, dans les recommandations. Donc ça a été quand même, naturellement, par exemple, le New York Times ou Hearst, se sont, intéressés au sujet.
Hem et puis, il y a eu assez rapidement aussi, d'ailleurs des ententes entre OpenAI et je pense que Associated Press, si je me trompe pas, était le premier groupe de presse en fait, à signer un accord, en juillet 2023. Donc je dirais qu'au début, c'était curiosité, comme le succès en fait énorme de ChatGPT, et après un peu celui moindre, mais quand même assez conséquent de Perplexity a démontré un appétit en fait de beaucoup d'utilisateurs pour poser des questions. Donc j'ai l'impression que l'année 2023-2024, c'est vraiment des premiers usages de, développer des chatbots, développer, des interfaces en fait qui vont ressembler à celles d'OpenAI pour, utiliser, les archives ou valoriser les archives. Donc, même le Washington Post, c'est quelque chose qu'ils ont fait avec beaucoup de succès avec Ask, the Post, récemment. Puis ça a quand même tranquillement évolué. Je dirais que l'année 2024, 2025, enfin vers 2025, on est arrivé dans quelque chose qui était plus, un peu, des attentes un peu plus grandes en termes de retour sur investissement. Donc, et des attentes aussi, plus grandes au niveau de l'industrie at large. C'est-à-dire qu'on a dépassé l'effet de curiosité ou de early adopters pour vraiment, en fait, avoir des attentes en termes à la fois d'investissement et à la fois, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est un secteur qui fait énormément parler pour le secteur des médias qui est quand même historiquement aussi un secteur qui est en crise, avec, une crise de revenus, une crise, de revenus publicitaires. C'est sûr qu'il y a eu, je crois, un incitatif à vraiment, de pousser un peu plus loin. Donc je pense qu'on est en train de rentrer dans une phase où, l'IA devient, partie prenante, en fait, peut-être pour les médias qui sont les plus avancés, en fait, d'une infrastructure. Donc on n'est plus dans les petits pilotes ou la petite, le petit maquillage, intelligence artificielle à droite à gauche, mais vraiment dans une réflexion qui est plus large. Et le Time, je serais contente d'en parler plus, mais le Time, je pense, et la Société de Presse aussi, sont quand même des exemples, intéressants là-dessus. Ouais, c'est ça, on n'est pas dans un effet de mode à la métaverse où on nous avait vendu un truc extraordinaire et qui finalement n'a pas abouti ou n'aboutit pas encore. On est dans quelque chose de beaucoup plus établi et de beaucoup plus structuré. Ouais, mais en fait, c'est que, alors je sais pas, je serais curieuse peut-être de savoir, du côté français un peu comment vous le voyez, mais c'est sûr que du côté américain, je pense qu'il y a en général, hein, donc pas seulement pour les médias, mais il y a l'intelligence artificielle a été présentée beaucoup comme une technologie qui va permettre en fait de faire des gains, de couper aussi dans les dépenses, donc je pense qu'il y a beaucoup de boards qui mettent en fait, l'adoption, et la stratégie IA, un peu à l'ordre du jour et qui le poussent un peu plus. Donc cet appétit-là, il est pas uniquement au niveau des médias, il est vraiment dans, je pense que c'est très difficile, en tout cas pour ce que je vois du côté américain, c'est très difficile aujourd'hui d'être une grande entreprise et de pas avoir de stratégie, IA. Après la difficulté, comme on l'a vu, puis, c'est quelque chose que IBM a beaucoup documenté, c'est quel est le retour sur l'investissement, et comment tu peux, scaler ou étendre ou, rendre plus globaux, en fait, les projets, de faire passer des pilotes qui fonctionnent bien à quelque chose qui va être plus structurant à l'échelle d'une grande entreprise. Ça reste quand même une question, qui est assez importante, encore une fois dans beaucoup d'entreprises, pas Ouais. seulement les médias. Et de toute façon, pour donner le parallèle un petit peu avec la France, en fait, en France, on voit on a des restrictions de budget un petit peu de toutes parts et on voit que des budgets qui perdurent sont les budgets qui sont en innovation et qui sont en recherche et développement, notamment sur ces sujets-là. Si on fait un focus média, on voit notamment France Télé qui en demande beaucoup, beaucoup d'économies à l'heure actuelle. Ben, l'un des budgets qui maintiennent malgré tout, c'est celui dédié à l'intelligence artificielle. Donc on voit quand même il y a la puissance financière n'est pas la même qu'aux États-Unis, mais on va dire que l'ambition peut être, à peu près comparable en tout cas, Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. OK. donc voilà, on fait pas si différemment, de ce côté-là. Hem si on revient un petit peu sur ce domaine news, et cetera, donc quand on observe un petit peu ce qui se passe, aux États-Unis, donc effectivement, on parlait du Times qui a été quand même plutôt en avance, qui a sorti des produits. On parlait aussi du Washington Post qui a sorti, des produits. Alors le Times a aussi, été dans le versant, on va dire, judiciaire et plus légal de la chose, parce qu'ils sont quand même un peu confrontés à tous ces, à toutes ces sociétés-là. Comment est-ce qu'on verrait un petit peu l'évolution des rédactions du domaine médiatique aux États-Unis par rapport à l'émergence de tout ça? Est-ce qu'on est plutôt, vers
comment est-ce que ça a fait évoluer l'industrie? Est-ce qu'on se rapproche plutôt des industries créatives? Est-ce que ça a bouleversé profondément le métier et l'industrie journalistique? Comment est-ce que ça se positionne? Je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il faut regarder en fait, en plusieurs strates, c'est-à-dire les médias nationaux, les médias, même internationaux dans le cadre du New York Times qui sont des médias qui ont beaucoup de revenus ou qui vont avoir pas de problème financier en Ouais. fait. Je pense que l'ambition est différente, mais au niveau local aussi, ça peut être aussi intéressant. En fait, je dirais qu'il y a plusieurs choses qui me paraissent assez spécifiques aux États-Unis, notamment, par rapport à la France. La 1re, c'est que OpenAI a beaucoup donc la maison mère de ChatGPT a beaucoup, de partenariats au niveau médiatique aux États-Unis. C'est vraiment le 1er pays dans lequel ils ont le plus de partenariats, ce qui paraît à la fois naturel et à la fois moins. À ma connaissance, et je te laisse me contredire si je me trompe là-dessus, mais tu vois, par exemple, Microsoft est partenaire de CUNY, OpenAI ou Perplexity vont aussi se rapprocher de certaines associations. OpenAI a lancé plusieurs projets et du financement avec le American Journalism Project et aussi avec des salles qui sont beaucoup plus locales. Donc ça, je pense qu'il y a il y a une spécificité américaine, si je regarde du côté, par exemple, de mon 2e pays, qui est le Canada. Encore une fois, à ma connaissance, je peux me tromper, mais je crois que ni Perplexity, ni OpenAI, ni même Cohere, qui est comme la grande entreprise d'intelligence artificielle, canadienne, n'ont, de partenariat avec des médias, canadiens. Le paysage légal est aussi, complètement différent et c'est un sujet connexe. Ouais. Les rapports des médias, de l'industrie, médiatique canadienne avec Google et Facebook ont aussi, C'est très compliqué, ouais, ce qui est ouais, ça a été compliqué. Mais donc du côté américain, je pense que du coup, ce que ça fait, c'est qu'il y a quand même beaucoup de salles, qui sont en contact avec, le secteur technologique. L'autre aspect que je citerai, c'est celui d'Apple News, qui est donc une plateforme, un agrégateur, mais qui est au-delà de l'agrégation, qui est, vraiment, moi, c'est une app que mon jupon dépasse, mais c'est une app que j'aime énormément. Ils ont aussi beaucoup de partenariats avec une très, très grande partie du secteur médiatique. Donc la conversation avec les plateformes technologiques, elle est, peut-être un peu plus grande que ce qu'on va voir, en Europe. Ce qui ne veut pas dire que l'innovation est plus grande parce que je pense que dans le cadre de l'IA, les meilleurs cas d'innovation viennent vraiment de l'Europe et pas forcément des États-Unis. Mais donc là où c'est structuré, on peut toucher aux revenus. Donc OpenAI, par exemple, avec certains, le Saran Journal, qui a un titre régional beaucoup plus petit avec seulement moins d'une dizaine d'employés. Eux, ils vont se servir des capacités d'OpenAI pour aller chercher des revenus ou pour faire de la publicité qui est beaucoup plus ciblée. Il y en a d'autres qui vont utiliser l'IA vraiment de manière beaucoup plus journalistique, pour aller chercher dans les analyser des bases de données ou pour aller, par exemple, j'ai eu une démonstration cette semaine d'une entreprise qui enregistre en fait tous les, qui utilise OpenAI pour permettre en fait à n'importe qui de consulter les conseils municipaux dans des villes pas possibles ou même dans des villes où on sait que pour la presse locale, c'est difficile d'avoir des journalistes qui vont être sur chaque conseils municipaux durent des heures et aux États-Unis, c'est un peu aussi une usine à gaz. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être très, très utile, je pense, d'un côté presse quotidienne, hyper locale. Il faut savoir aussi que le secteur local aux États-Unis a quand même beaucoup de sinistrés. Mais Ouais, 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 ouais. Ouais, ça, c'est la perte des revenus et la guerre des revenus, la disparition des titres locaux, elle est monstrueuse aux États-Unis. On voit souvent des chiffres passer. Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais effectivement, on voit que c'est quand même un secteur qui est sinistré. Donc, en fait, si je comprends bien, l'avance finalement, parce qu'on regarde souvent les États-Unis avec, en se disant: «Tiens, c'est ce qui va arriver dans quelques mois». Finalement, en fait, on se rend compte que ces entreprises-là et ces outils-là, finalement, en France et en Europe plus généralement, on est encore dans on prend un outil pour en faire une tâche et là-bas, on est plutôt dans une forme de collaboration. Alors après, peut-être c'était un peu confronté au début parce qu'on avait peut-être un peu ça. Là, on sent plus par rapport à ce que tu dis que c'est ces outils-là qui se mettent limite au service des médias, mais peut-être, je trouve qu'il y a quelque chose où ils sont plus, mieux implémentés l'un avec l'autre, finalement. ouais, alors, je je sais pas. Je trouve que ce que je veux dire, ma réponse était un peu compliquée, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que ça dépend, en fait, d'où est-ce qu'on se situe, puis ça dépend de la capacité du média à avoir négocié, Oui, c'est ça. des accords qui vont être intéressants ou qui vont pas l'être. Mmh. Hem Et ça dépend aussi de la capacité du média
à avoir à l'interne aussi une stratégie et de l'expertise. Par exemple, si je prends le cas de San Francisco, c'est hyper intéressant, mais c'est difficile pour des médias locaux d'attirer des gens qui ont une expertise technologique parce que tu es en compétition directe avec à peu près n'importe quel employeur qui peut te payer beaucoup, beaucoup plus qu'un média que le San Francisco Chronicle ou même le San Francisco Standard qui, par ailleurs, a quand même est capable d'aller chercher du monde et faire des offres d'emploi qui sont compétitives. C'est jamais aussi compétitif que OpenAI. Donc, il faut quand même aller chercher. Si tu veux avoir un ingénieur dans la salle, il faut quand même aller. C'est quand même difficile. Ce que je veux dire, c'est que l'intelligence artificielle, là où c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de capacités qui sont open source. Donc, aux États-Unis, dans les accords qu'on voit où l'importance d'OpenAI qui se positionne sur le secteur des médias, c'est sûr qu'il y a un intérêt, mais il y a beaucoup de salles, et notamment en Europe, de médias qui vont construire aussi à l'interne, qui peuvent construire à l'interne des projets qui sont hyper intéressants, qui ne vont pas être associés à une grande entreprise nécessairement technologique ou qui vont l'être, mais de manière beaucoup moins qui va pas être un partenariat commercial comme peut l'être OpenAI. Donc, par exemple, dans le cadre de IDM, et ça, c'est un projet qui est vraiment génial, qui a fait beaucoup, beaucoup parler au-delà dans les milieux journalistiques. C'est le cas de Il-Tromsø, qui est un petit titre de presse locale en Norvège et qui vraiment, c'est un petit titre régional dans un groupe qui s'appelle Polaris Media et avec une vingtaine de personnes seulement. Et je pense que c'est un des meilleurs exemples de créativité au service du journalisme qui va utiliser l'IA. Donc, ils se sont servis, oui, au début ils ont développé Gene, un outil en fait qui est un peu d'alerte sur la nouvelle locale, en s'appuyant et en collaborant avec IBM, mais leur approche est vraiment, leur créativité est sans limite, quoi. Et Polaris Media, la capacité qu'ils ont eue d'aller développer et donc de résoudre aussi des problèmes financiers, donc Ouais. d'avoir plus d'abonnés, de renforcer leur lectorat, d'être plus compétitifs sur leur domaine, elle est incroyable. Ça, on peut en parler hors onde, Ouais. mais c'est vraiment ou le cas de Bonnier News en Suède aussi, c'est vraiment ils arrivent à Non, mais c'est intéressant. Ouais, effectivement, c'est intéressant ce côté, effectivement, avec ces grosses structures où on se dit que oui, ça va peut-être permettre de faire un peu du test and learn et puis derrière se dire: «Tiens, on va peut-être un peu rapatrier des choses à la maison avec de l'open source», effectivement, ouais, et puis ouais. pourquoi développer ses propres solutions. Donc si on plonge un peu plus dans le sujet, l'un des, on va dire, un des premiers impacts de cette émergence et de ce déploiement de l'IA générative dans ces domaines, médiatiques et cetera, bah, c'est un peu la baisse du trafic ou en tout cas la redéfinition de tout ce qu'on va appeler trafic. On va parler d'un concept, le concept du Google zéro, hein, Ouais. c'est-à-dire que voilà, plus de trafic, via Google ou en tout cas beaucoup moins. Ce concept de Google, zéro, est-ce que ça marque selon toi, une rupture aussi profonde que par exemple l'arrivée des réseaux sociaux en 2010 dans Ouais. ouais? Bah, et oui, 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 je pense que oui. En fait, il y a plusieurs, là, c'est vrai que c'était intéressant parce que pendant 2 ans, tout le monde disait, tout le monde, tu sais, à San Francisco, le gros truc, c'était de dire: «Ah, ChatGPT est en train de» la courbe d'adoption était telle, on visait 1 milliard d'utilisateurs, sur la fin de l'année. Je pense pas que ça a été le cas. Je crois qu'on est, au-dessus de 800 milliards d'utilisateurs, mais pas, on n'a pas passé la barre, Ouais, c'est ça, 800 millions, mais pas 800 la 000 ouais, c'est ça. ouais, l'assaut du milliard. Je crois que le chiffre clé qui est sorti, c'est une personne sur 10 sur terre qui utilise ChatGPT une fois par semaine. Ouais. Je crois que c'est ça. Donc c'est une adoption qui est énorme et qui a redéfini en fait, beaucoup les usages et les attentes. Mais ce qu'on a vu à la fin de l'année aussi, c'est que la réponse de Google finalement, elle est vraiment elle est vraiment bonne. Donc Gemini semble avoir réglé, quand même beaucoup de problèmes. L'intégration avec Google et enfin la compétition finalement entre le modèle de Google et le modèle, d'OpenAI Mmh. est peut-être pas complètement, réglée du tout. Par contre, une chose est certaine, c'est que dans les usages, en fait, aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui a fait couler énormément d'encre, mais on s'attend, enfin, les utilisateurs et même moi, je le vois avec mes propres recherches, tu passes d'un appétit pour des liens à, tu veux des réponses et là-dedans, la grosse difficulté pour les médias, c'est celle d'apparaître dans les réponses. Mais c'est vrai pour les médias, c'est vrai aussi pour, les marques, pour les compagnies, donc tout le monde avait l'habitude de, voici, ce qui se passe avec Google, et il y a un échange
du côté des médias de valeur, en me disant: «Bah oui, j'accepte d'apparaître dans les résultats de recherche de Google parce que je vais avoir du trafic, qui va arriver, sur ma page». Que tu sois un modèle payant ou non payant, par exemple, si j'arrive sur le site du Monde, bah, après le Monde peut faire, ce qu'il veut pour me convertir, ou si je suis sur un modèle gratuit, bon, bah, là, ça va être la publicité qui va être monétisable. Et c'est vrai que cette question-là, ces usages-là, en fait, avec l'IA sont complètement, bouleversés, et il y a une désintermédiation, qui est énorme. On a parlé Non seulement Ah non, vas-y. non, j'allais dire non seulement ça, mais il y a le phénomène du crawling et du scraping qui est en explosion, en fait, aussi, donc constante, puisque à chaque fois qu'un utilisateur, moi, par exemple, Annabelle Nicou, je vais, sur ChatGPT lui poser des questions sur, même cette semaine, tu vois, j'essaie de faire une frangipane. Bah, bon, toutes les questions que je vais chercher, Tcha le les robots, en fait, de ChatGPT vont crawler pour moi le web et vont m'amener la réponse, et je vais pas aller cliquer sur Marmiton, je cite Marmiton, ne sachant pas si c'était une source, mais je vais pas aller cliquer sur Marmiton, pour aller, regarder la recette, la réponse, voilà, elle est là, je l'ai, j'ai pas besoin. Mais par contre, donc eux, ils sont doublement perdants, n'est-ce pas? Donc pour des médias qui, comptent sur la publicité, ou qui comptent sur des visiteurs pour, monétiser son contenu. Bon, bah, là, tu es doublement perdant parce que ton contenu, il apparaît, il y a moins de gens qui sont envoyés, et la valeur du contenu, elle disparaît. C'est la fin de la première partie de cette interview de Deep Media avec Annabelle Nicou, editorial lead IA chez IBM et consultante pour Wanifra, l'association mondiale des éditeurs de presse. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de cet entretien où l'on va continuer d'explorer le futur des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les commentaires et étoiles adéquats. Et attendez, car Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration de la transformation digitale des médias. Je vous mets le lien d'inscription en description d'épisode. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.